Ce brochet a entraîné un canard adulte sous l'eau en moins de 3 secondes. Et l'étang où cela s'est produit, vous le connaissez peut-être personnellement, car il en existe bien plus en France que vous ne l'imaginez. Bonjour à tous, je suis Jakub Prochaska, et bienvenue dans Monde Sauvage. Aujourd'hui, on s'intéresse à une histoire qui sonne comme tirée d'un film d'horreur, mais qui se déroule dans des étangs parfaitement ordinaires. Un étang autour duquel vous vous promenez. Un étang où vous nourrissez les canards avec un bout de pain. Un étang où vous vous baignez l'été. Et sous la surface de cet étang se cache peut-être, à l'instant même, une créature capable d'entraîner un canard vivant vers les profondeurs et de l'avaler tout entier. On l'appelle le brochet, en latin Esox lucius. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce prédateur mérite bien plus de respect que la plupart des gens ne lui en accordent. L'attaque commençons par ce moment choquant qui mérite qu'on s'y attarde en détail. Imaginez une surface d'eau paisible. C'est le matin, la brume se lève sur l'étang. Un groupe de canards flotte à la surface, lissant tranquillement leurs plumes, plongeant parfois la tête sous l'eau pour chercher de la nourriture. Une image idyllique, celle de milliers de promenades au bord de l'eau que vous connaissez bien. Et puis, ça arrive. Sans le moindre avertissement, la surface explose littéralement sous l'un des canards. Une gueule immense, hérissée de dents acérées, jaillit de l'eau, se referme autour du corps du canard et l'entraîne instantanément sous la surface. Il ne reste que des cercles concentriques à la surface et quelques plumes qui flottent doucement avant de couler. Toute l'attaque dure une fraction de seconde. Le canard n'a même pas le temps de crier ni de tenter de s'envoler. Il disparaît, tout simplement. Ce n'est pas une scène tirée d'un documentaire sur les requins. C'est une véritable attaque de brochet. Et des dizaines de cas similaires ont été filmés à travers le monde, y compris en France. Mais que se passe-t-il exactement pendant cette fraction de seconde où le brochet attaque? Décortiquons ça étape par étape, car la biomécanique de cette attaque est absolument fascinante. Le brochet est ce qu'on appelle un prédateur à l'affût. Il ne poursuit pas sa proie sur de longues distances comme le thon ou l'espadon. Il reste immobile parmi les plantes aquatiques, près des racines immergées ou près du fond en eau peu profonde, et il attend. Sa robe de camouflage, ses rayures vertes et jaunâtres caractéristiques sur ses flancs, le rend pratiquement invisible dans un environnement chargé d'algues et de végétation aquatique. Il peut attendre ainsi pendant des heures, immobile, sans respiration marquée, se fondant presque totalement dans le décor. Puis, à l'instant où la proie s'approche à portée, il attaque. L'attaque du brochet compte parmi les mouvements les plus rapides du monde d'eau douce. Le brochet peut développer une accélération qui dépasse plusieurs fois celle de la gravité. Du repos total, il peut atteindre sa vitesse maximale en moins d'un dixième de seconde. Son corps est parfaitement adapté à ce type d'attaque. Sa forme longue et fuselée, semblable à une torpille, réduit la résistance de l'eau. Ses nageoires dorsales et anales, décalées vers l'arrière, près de la nageoire caudale, lui confèrent une accélération initiale phénoménale, comme une flèche propulsée par un arc. Au moment de l'attaque, le brochet courbe tout son corps en forme de S, puis se détend brutalement, générant une force colossale qui le propulse vers l'avant. Mais ce n'est pas tout. Le brochet n'attaque pas à l'aveugle. Ses yeux sont positionnés à l'avant de la tête, lui offrant une vision binoculaire, c'est-à-dire la capacité d'évaluer précisément la distance jusqu'à sa cible. Chose rare chez les poissons, la plupart ont les yeux sur les côtés de la tête et bénéficient d'une vision panoramique, mais sans estimation précise de la profondeur. Le brochet voit comme un chasseur, comme un fauve. Combiné à sa ligne latérale hautement sensible, un système sensoriel courant le long de tout son corps, capable de détecter les vibrations les plus infimes dans l'eau, cela lui confère un système de localisation redoutable. Il sait exactement où se trouve sa proie, quelle est sa taille, dans quelle direction elle se déplace et à quelle vitesse. Ainsi, quand un canard nage à la surface, le brochet, en dessous, perçoit chaque mouvement de ses palmures, chaque perturbation à la surface de l'eau. Et au moment où il décide d'attaquer, le canard n'a absolument aucune chance. L'attaque vient d'en dessous, d'un angle mort total. Le canard ne peut pas voir sous lui dans les eaux troubles de l'étang, et même s'il le pouvait, son temps de réaction serait bien trop lent. Un oiseau aquatique a besoin de plusieurs secondes de course sur l'eau, en battant des ailes pour décoller de la surface. Le brochet, lui, n'a besoin que d'une fraction de seconde pour attaquer. Cette différence est mortelle.
Pourquoi s'attaquer à un canard? Mais pourquoi, au juste, le brochet chasse-t-il les canards? La plupart des gens imaginent le brochet comme un poisson qui mange d'autres poissons. Et c'est bien sûr vrai. Les petits poissons, gardons, perches, brèmes, jeunes carpes, constituent l'ossature de son alimentation. Alors pourquoi risquer une attaque contre un canard plus grand, plus fort et évoluant en surface? La réponse, étonnamment simple, tient au bilan énergétique. Le brochet est un animal à sang froid. Son métabolisme dépend directement de la température de l'eau environnante. Dans une eau plus fraîche, son métabolisme ralentit et il a besoin de moins d'énergie. Dans une eau plus chaude, il lui en faut davantage. Mais quelle que soit la température, chaque attaque coûte de l'énergie. Chaque attaque manquée est une perte. Le brochet se comporte donc comme un économiste rationnel, cherchant à maximiser son gain énergétique au coût minimal. Et voici le point crucial. Un canard adulte pèse environ 1 à 1,5 kg. C'est une quantité d'énergie considérable pour une seule bouchée. À titre de comparaison, un gardon moyen pèse entre 50 et 100 grammes. Pour obtenir la même quantité d'énergie qu'avec un seul canard, le brochet devrait réussir 10 à 15 attaques sur des gardons, et chacune de ces attaques comporte un risque d'échec, une perte d'énergie et le risque de révéler sa position. Un seul canard peut donc fournir au brochet de l'énergie pour plusieurs jours, voire pour une semaine entière en période plus fraîche. De plus, du point de vue du brochet, les canards présentent plusieurs avantages décisifs. Premièrement, ils sont prévisibles, ils nagent en surface et ont tendance à revenir aux mêmes endroits. S'il existe, sur un étang, un lieu où les gens nourrissent régulièrement les canards, le brochet le remarque et apprend qu'à une certaine heure, dans un certain endroit, une proie facile apparaîtra. Deuxièmement, les canards sont bruyants. Leurs mouvements en surface créent des vibrations nettes, facilement détectées par le brochet. Troisièmement, les canards sont lents. Leur réaction de fuite dans l'eau est nettement plus lente que celle des poissons. Un poisson menacé peut effectuer ce qu'on appelle un sea start, un virage fulgurant de tout le corps qui le catapulte hors de danger. Le canard, lui, n'a rien d'équivalent. Il existe encore un facteur moins souvent évoqué. Les canards ont un corps mou, sans écailles, sans nageoires tranchantes, sans mucus protecteur. Leur plumage isole certes du froid, mais n'offre aucune protection contre des dents acérées. Le brochet peut saisir un canard et commencer immédiatement à le manipuler sans risquer de se blesser la gueule, un risque bien réel, par exemple, lorsqu'il tente d'avaler une perche et ses opercules tranchants. Quelle taille faut-il pour un tel exploit? Mais voici une question importante. Quelle taille un brochet doit-il atteindre pour pouvoir s'attaquer à un canard adulte? Car tous les brochets n'en sont pas capables. Un petit brochet de 30 ou 40 cm chasse des insectes, des alevins et de petits poissons. C'est un prédateur, mais miniature, sa gueule n'est tout simplement pas assez grande pour avaler un canard. En règle générale, un brochet peut avaler une proie mesurant environ un tiers à la moitié de sa propre longueur. Cela signifie que pour avaler un canard colvert adulte qui mesure du bec à la queue environ 55-60 cm, le brochet devrait mesurer au minimum environ 120 cm, et c'est déjà un très gros poisson. Mais c'est justement là que ça devient intéressant. Les brochets de cette taille ne sont pas rares en France. Des captures de brochets dépassant le mètre sont régulièrement enregistrées chaque saison dans les eaux françaises, et des spécimens de 120 cm et plus apparaissent chaque année. Les brochets records capturés en France ont dépassé les 140 cm et 20 kg. Ce sont des poissons capables de s'attaquer non seulement à un canard adulte, mais aussi à une foulque, un fuligule ou une jeune oie. Même des brochets plus modestes, disons de 70 à 90 cm, peuvent chasser des jeunes d'oiseaux aquatiques. Les canetons, qui nagent en file derrière leur mère, sont une proie facile pour un brochet de taille moyenne. Et c'est précisément pour cette raison qu'on observe, sur de nombreux étangs, une nette diminution du nombre de canetons au fil de l'été. Les pêcheurs et les ornithologues l'observent depuis des décennies. Au printemps, une canne apparaît sur l'étang avec 10 ou 12 canetons. Quelques semaines plus tard, il n'en reste que 5. Et à la fin de l'été, parfois 1 ou 2 seulement. Bien sûr, d'autres prédateurs s'attaquent aussi aux jeunes, corneilles, cigognes, hérons, voire de grands silures. Mais dans de nombreux sites, le brochet reste le principal chasseur sous-marin des canetons. Où cela se produit-il? Vous vous demandez peut-être où, précisément en France, ce genre d'attaque se produit.
La réponse pourrait vous surprendre par sa banalité, pratiquement partout où l'on trouve un étang suffisamment grand avec une population stable de brochets et d'oiseaux aquatiques. Mais certains sites sont particulièrement propices. La Dombes, la Brenne, la Sologne, ces régions d'étangs sont légendaires en France, avec une concentration exceptionnelle de plans d'eau où les brochets atteignent des tailles respectables. Les gestionnaires d'étangs y confirment observer chaque année des attaques de brochets sur les oiseaux aquatiques, notamment de mai à septembre, période où les canes se déplacent avec leurs canetons. Un gardien d'étang évoquait un jour avoir observé une cane accompagnée de 8 canetons fraîchement éclos. En une seule journée, leur nombre était tombé à 4. Aucune attaque n'a été observée directement, mais des vaguelettes et des cercles concentriques réapparaissaient sans cesse aux endroits où les canetons disparaissaient. Sous la surface, un brochet opérait. Des observations similaires sont rapportées sur les grands lacs et retenues français, comme certaines retenues des Alpes ou du Massif central, où des cas d'attaque de brochets sur des oiseaux aquatiques ont été documentés. Les pêcheurs qui passent leur journée au bord de l'eau ont ce genre d'anecdotes par dizaines. Et il ne s'agit pas que de canards. Il existe des témoignages d'attaques sur des foulecs, des grèbes, voire de jeunes cygnes. Un tel événement a été rapporté sur un étang où un brochet s'est attaqué à un jeune cygne tuberculé. Le jeune a réussi à s'échapper, mais portait à la patte de profondes marques de dents. Ce qu'en disent les scientifiques et que disent les spécialistes. Les ichthyologues, les scientifiques qui étudient les poissons, connaissent ce comportement du brochet et l'étudient depuis longtemps. Le brochet est ce qu'on appelle un généraliste, un prédateur qui n'est pas spécialisé dans un seul type de proie. Son régime alimentaire dépend de ce qui est disponible dans son environnement. Dans les rivières riches en petits poissons, le brochet se concentre sur les poissons. Dans les étangs à forte concentration d'oiseaux aquatiques, les canards et leurs petits deviennent une composante régulière de son alimentation. Des études menées sur des lacs scandinaves ont montré que, dans certains sites, les oiseaux aquatiques pouvaient représenter jusqu'à 15% du volume alimentaire des grands brochets. C'est une proportion considérable. Ce qui se passe après la capture, arrêtons-nous un instant sur ce qui se passe sous la surface une fois que le brochet a saisi le canard, car la suite est tout aussi fascinante que l'attaque elle-même. Et là, on touche à quelque chose que peu de gens imaginent. Le brochet possède des centaines de dents dans la gueule et ce ne sont pas seulement des dents sur les mâchoires. Il en a aussi sur le palais, sur la langue et sur les arcs branchiaux. Toute la paroi interne de sa gueule est tapissée de petites dents recourbées vers l'arrière, formant un système à sens unique. Tout ce qui entre ne peut plus ressortir. Ces dents sont orientées vers la gorge, de sorte qu'à chaque mouvement de la proie vers l'avant, dans sa tentative de fuite, les dents s'enfoncent plus profondément. Quand le brochet saisit le canard, la première phase est l'immobilisation. Le brochet maintient la proie fermement dans sa gueule et la laisse s'épuiser. Le canard se débat intensément au début, il bat des ailes, donne des coups de patte, tente de se libérer, mais sous l'eau, il est totalement hors de son élément. Il ne peut pas respirer, ne peut pas se déplacer efficacement, ne peut pas générer assez de force pour s'échapper. En quelques dizaines de secondes, tout au plus quelques minutes, le canard se noie. Vient ensuite la deuxième phase, qu'on pourrait appeler la manipulation. Le brochet avale en effet sa proie entière, tête la première. C'est essentiel. Les plumes, les ailes et les pattes du canard créeraient une résistance considérable si le brochet tentait de l'avaler à l'envers. Il doit donc, après avoir tué sa proie, la faire pivoter de manière à ce que la tête du canard soit orientée vers sa gorge. Cette rotation peut prendre plusieurs minutes. Le brochet relâche puis ressaisit la proie à plusieurs reprises, chaque fois un peu plus dans le bon sens. Pendant ce processus, le canard peut occasionnellement réapparaître à la surface, ce qui explique certaines images où l'on voit dépasser une partie du corps, une patte, une aile, avant qu'elle ne disparaisse à nouveau sous l'eau. Et voici la partie la plus extrême, l'ingestion elle-même. Le brochet n'a pas de dents masticatrices, il ne peut pas découper sa proie en morceaux. Il doit l'avaler entière. Et avaler un canard d'1 kilo, avec ses plumes, ses os et ses ailes, est une prouesse physique poussée à la limite du possible. La gueule du brochet peut s'ouvrir à un angle remarquable. Ses mâchoires sont reliées par des ligaments élastiques permettant un écartement bien au-delà de la position normale.
Un mécanisme similaire existe chez les serpents, capables d'avaler des proies plus grosses que leur propre tête. Chez le brochet, le principe est le même, quoique moins extrême. Avaler un gros canard peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Le brochet fait progressivement glisser la proie plus profondément dans sa gorge à l'aide de ses dents pharyngiennes, des dents situées dans le pharynx et par des contractions musculaires de l'œsophage. Pendant tout ce processus, le brochet est extrêmement vulnérable. Il ne peut ni respirer efficacement, ni nager, ni échapper à un danger éventuel. C'est pourquoi les gros brochets, après une attaque réussie sur une grosse proie, se retirent généralement dans les zones les plus profondes et les plus calmes de l'étang pour traiter leur proie en toute tranquillité. Et que se passe-t-il quand un brochet tente d'avaler quelque chose qui dépasse ses capacités? Cela arrive réellement, et les résultats peuvent être fatals pour le brochet lui-même. On a documenté des cas de brochets retrouvés morts, un canard à demi avalé dans la gueule. Le canard était trop gros pour être avalé entièrement, mais impossible aussi à recracher à cause des dents recourbées vers l'arrière. Résultat, suffocation des deux animaux. Ces découvertes restent rares, mais elles montrent clairement que les brochets surestiment parfois leur capacité. C'est un peu comme commander une portion trop grande pour son appétit, sauf qu'ici, cela ne se termine pas par une sensation d'inconfort, mais par la mort. La brutalité tranquille de la nature. Vous savez ce qui me fascine le plus dans tout ça? C'est cette indifférence totale de la nature. Nous, les humains, avons tendance à romantiser la nature. On imagine un étang paisible comme un lieu d'harmonie et de calme. Les canards flottent tranquillement, les poissons glissent silencieusement sous la surface, tout est en équilibre. Et c'est vrai, tout est bien en équilibre. Mais cet équilibre inclut une prédation brutale, qui se déroule juste sous le nez de gens qui, sans se douter de rien, nourrissent des canards avec du pain. Cet équilibre inclut un poisson qui dévore des oiseaux vivants. Et cela se produit dans un étang sur deux, en France. Comment repérer un brochet dans votre étang? Voyons maintenant ce qui vous intéresse probablement le plus en tant que spectateur. Comment savoir si, dans votre étang, votre lieu de promenade favori, vit un tel brochet? Il existe plusieurs signes assez fiables. Le premier, et le plus frappant, est la diminution progressive des oiseaux aquatiques. Si, sur un étang où l'on comptait autrefois des dizaines de canards, vous observez soudainement des effectifs nettement plus faibles, en particulier chez les jeunes, au fil de l'été, c'est un indicateur fort de la présence d'un grand prédateur. Bien sûr, cette baisse peut avoir d'autres causes. Maladie, prédation terrestre par un renard ou une fouine, changement de milieu. Mais si la baisse est soudaine et marquée, et que l'étang semble par ailleurs en bonne santé, le brochet est un candidat très probable. Le deuxième signe est le comportement des canards survivants. Les canards ne sont pas stupides. Après des attaques répétées, ils apprennent que certains étangs sont dangereux. Ils commencent à éviter les zones peu profondes à végétation dense, où le brochet se poste habituellement à l'affût. Ils se tiennent en eau libre, loin de la berge, ou au contraire sortent de l'eau et passent un temps inhabituel sur la terre ferme. Si vous observez des canards qui semblent nerveux sur l'eau, scrutant sans cesse les environs et s'envolant au moindre bruit, cela peut traduire une pression de prédation venue d'en dessous. Le troisième indicateur, ce sont les fameuses explosions à la surface. Quand un brochet attaque un poisson près de la surface et manque sa cible, ou lorsqu'il poursuit une proie en eau peu profonde, un phénomène caractéristique se produit. Un clapotis sonore retentit, une vague nette apparaît à la surface, et on aperçoit parfois un éclat argenté ou verdâtre sous l'eau. Si vous observez ce phénomène régulièrement, il y a un brochet actif dans votre étang. Et si ces manifestations sont vraiment puissantes, si la surface se met littéralement à bouillonner sur plusieurs mètres carrés, vous avez affaire à un gros brochet. Le quatrième signe, ce sont les traces retrouvées sur la berge. Les gros brochets laissent parfois des indices de leur repas. Touffes de plumes flottant à la surface, restes de palmures, plumes caudales. Si vous retrouvez régulièrement, au bord de l'étang, des plumes de canard sans les traces habituelles d'un prédateur terrestre, aucune empreinte de pattes, aucune tache de sang au sol, aucun corps déchiqueté, il est très probable que l'attaquant soit venu de l'eau. Le cinquième indicateur, assez fiable, est le comportement des petits poissons en présence d'un gros brochet. Si vous observez, dans les eaux peu profondes de l'étang,
de petits poissons se regrouper en bancs denses et éviter certaines zones, cela peut être une réaction à la présence d'un grand prédateur. Les poissons possèdent un système sensoriel remarquable capable de détecter des signaux chimiques, appelés kairomones, libérés dans l'eau par les grands prédateurs. La présence de ces substances déclenche chez les petits poissons une réaction de stress et un changement de comportement. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une chose. Si ce monde sous la surface vous intéresse, si vous voulez découvrir d'autres histoires sur ce qui se passe vraiment dans la nature française, des histoires que personne d'autre ne vous racontera, abonnez-vous et activez la petite cloche. On vous prépare d'autres épisodes qui vous plongeront dans les secrets des eaux, des forêts et des prairies françaises. Et croyez-moi, certaines de ces histoires sont encore plus folles que celles-ci. Mais on y reviendra une fois la cloche activée. Le brochet, régulateur écologique. Continuons, car nous n'avons pas encore abordé l'un des aspects les plus intéressants de tout ce sujet. Le rôle écologique du brochet en tant que régulateur des oiseaux aquatiques. Ça peut sembler paradoxal, mais la présence d'un brochet dans un étang peut être bénéfique pour l'écologie globale du plan d'eau. Comment est-ce possible ? L'explication réside dans les cascades écologiques. Quand un étang est dépourvu de prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, la population de canards et d'autres oiseaux aquatiques peut croître de manière incontrôlée. Trop de canards sur un petit étang entraîne une surpopulation, un surpâturage des plantes aquatiques, une pollution de l'eau par les déjections des oiseaux et une perturbation de tout l'équilibre écologique. L'eau verdit, les algues prolifèrent, le taux d'oxygène chute et l'étang commence à s'étouffer. Dans ce système, le brochet fonctionne comme un régulateur. Non pas parce qu'il aurait une quelconque intention écologique, mais simplement parce qu'il chasse ce qui est disponible. Le résultat de sa prédation, cependant, maintient la population d'oiseaux aquatiques à un niveau que l'étang peut supporter. C'est exactement le type d'équilibre naturel dont parlent les manuels de biologie, mais que peu de gens parviennent à imaginer concrètement. Et concrètement, cela ressemble à ceci. Un poisson mange un oiseau pour que l'étang reste en bonne santé. La nature n'a pas de considération sentimentale. Anatomie et physiologie. Détail fascinant. Mais revenons à l'anatomie et à la physiologie du brochet, car il reste encore plusieurs détails fascinants que nous n'avons pas évoqués. Nous avons déjà parlé de ses dents, mais nous n'avons pas mentionné une capacité remarquable. Le brochet possède une dentition dite révolvante. Cela signifie que ses dents se renouvellent en permanence. Les dents anciennes et émoussées tombent et de nouvelles dents acérées poussent à leur place. Ce processus se déroule sans interruption tout au long de la vie du brochet. En pratique, cela signifie qu'il dispose toujours d'un arsenal de dents affûtées, prêtes à l'action. Il ne lui arrive jamais de ne pas pouvoir chasser à cause d'une dentition endommagée. Un autre trait remarquable est la vision du brochet. Nous avons déjà évoqué sa vision binoculaire, mais il faut ajouter qu'il voit également très bien dans des conditions de faible luminosité. Sa rétine contient une forte proportion de bâtonnets, des cellules spécialisées dans la vision crépusculaire. Le brochet est donc actif à l'aube et au crépuscule, quand la visibilité sous l'eau est minimale et que la proie a moins de chances de le repérer. C'est justement à ces heures matinales et vespérales que se produisent de nombreuses attaques contre des canards, alors qu'ils nagent sur une surface calme avec une visibilité sous-marine réduite. L'aspect thermorégulateur du comportement du brochet est également intéressant. Au printemps, quand l'eau commence à se réchauffer, les brochets migrent vers les zones les plus peu profondes et les plus chaudes de l'étang. Et c'est précisément dans ces mêmes zones que les canards se rassemblent au même moment, car c'est justement dans les eaux chaudes et peu profondes que se trouve le plus de nourriture pour les canetons. Une confrontation naturelle se produit alors. Le brochet et le canard se retrouvent au même endroit, au même moment, et ce n'est pas un hasard. Les deux espèces réagissent aux mêmes signaux environnementaux, mais avec des intentions diamétralement opposées. Le canard cherche nourriture et sécurité pour ses petits, le brochet cherche nourriture, et cette nourriture, ce sont justement ses petits. Le brochet peut-il s'attaquer à l'homme ? Et maintenant, une question que beaucoup me posent. Est-il possible qu'un brochet attaque un être humain, en particulier un enfant qui se baigne dans l'étang ? Il faut ici être parfaitement précis et responsable.
Il existe des cas isolés où un brochet a mordu un être humain. Il s'agit typiquement de situations où une personne pataugeant dans une eau peu profonde et trouble voit sa jambe ou sa main confondue avec un poisson par le brochet. Le résultat est une morsure douloureuse et pouvant nécessiter des soins médicaux en raison du risque d'infection, mais certainement pas mortel. Le brochet n'a aucun intérêt pour l'être humain en tant que proie. Nous sommes trop grands, trop forts et trop étranges pour qu'il nous considère comme de la nourriture. La plupart des morsures sont une réaction défensive ou une erreur. Mais il y a un mais, un très gros brochet, disons plus de 120 cm, possède une gueule suffisamment large et une prise suffisamment puissante pour occasionner des blessures profondes. Et si un tel brochet s'attaquait à un très jeune enfant en eau peu profonde, cela pourrait théoriquement provoquer une blessure plus grave. Je ne connais aucun cas confirmé d'attaque mortelle de brochet sur un humain, mais un respect raisonnable envers un gros brochet en eau peu profonde reste de mise, comme on le ferait face à n'importe quel animal sauvage. Le brochet est un prédateur aux dents acérées et aux réflexes rapides, et il est sage de le respecter comme tel. Attention aux bassins de jardin. Passons maintenant à un sujet peut-être plus pratique que tous les autres, un avertissement pour les propriétaires de bassins de jardin et de petits plans d'eau. Ça paraît incroyable, mais un brochet peut apparaître dans des endroits où vous ne l'attendriez jamais. Comment y arrive-t-il ? Plusieurs voies sont possibles. La plus fréquente est le facteur humain. Des pêcheurs qui capturent un petit brochet et ne savent qu'en faire le relâchent parfois dans le plan d'eau le plus proche, un petit étang communal, un bassin d'incendie, voire un grand bassin de jardin relié à un ruisseau. Il suffit d'un seul petit brochet de 20 cm et quelques années plus tard, vous vous retrouvez avec un prédateur de plus d'1 mètre dans votre bassin. Une autre voie est la migration naturelle. Lors de crues ou de la fonte des neiges au printemps, quand le niveau des ruisseaux et des rivières monte, des brochets peuvent se retrouver dans des plans d'eau annexes d'où ils ne peuvent plus repartir une fois le niveau redescendu. Et là, ils grandissent, car dans ce milieu réduit et isolé, ils n'ont pas de concurrents naturels et la nourriture y est initialement abondante. Il existe encore un facteur rarement évoqué. Certaines espèces d'oiseaux, notamment les hérons et les cormorans, peuvent transporter involontairement des œufs de poisson accrochés à leur plumage ou à leurs pattes d'un plan d'eau à un autre. Ce mécanisme reste rare, mais théoriquement possible. Les œufs de brochet sont relativement résistants et peuvent survivre à un court transport sur les plumes d'un oiseau. Résultat, les propriétaires de bassins ornementaux, avec leurs beaux poissons, ont parfois une bien mauvaise surprise. Leurs poissons précieux commencent à disparaître. Au début, ils pensent qu'un héron en est responsable et installent des filets de protection, mais les poissons continuent de disparaître. Et puis, un jour, ils aperçoivent dans le bassin une ombre bien trop grande pour appartenir à l'une de leurs carpes. Un brochet. Et à ce moment-là, il est généralement trop tard, car dans un espace fermé et restreint, un brochet peut décimer une population de poissons ornementaux en quelques semaines seulement. Une anecdote rapporte le cas d'un propriétaire de bassin de jardin d'environ 20 m², qui a perdu en un seul mois ses 11 carpes koi, dont certaines élevées depuis plus de 10 ans. En vidant le bassin, il a trouvé au fond un brochet de 85 cm. On n'a jamais su comment il était arrivé là, mais au fond du bassin, il était discret, camouflé et mortellement efficace. Que faire dans ce cas ? Si vous possédez un bassin de jardin à proximité d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un autre plan d'eau, plusieurs mesures préventives existent. L'installation d'une grille fine sur les entrées et sorties d'eau empêche l'intrusion de jeunes brochets. Un contrôle régulier de l'état des poissons dans votre bassin permet de repérer un prédateur avant qu'il ne cause de gros dégâts. Et si vous suspectez la présence d'un brochet, contactez la fédération de pêche locale qui pourra vous aider à le capturer et à le déplacer. Une leçon d'humilité. Il y a encore une chose que j'aimerais mentionner, une observation personnelle après des années passées à étudier le comportement de ces poissons. Le brochet est un animal qui nous enseigne l'humilité. Nous vivons dans l'illusion que les étangs et les plans d'eau français sont un paysage domestiqué, sûr que nous maîtrisons pleinement. Nous nourrissons les canards, nous nous promenons autour des étangs le dimanche, nous laissons les enfants jeter des cailloux dans l'eau, et pendant ce temps, à quelques mètres sous la surface, se joue un drame digne de la savane africaine.
Un prédateur guette sa proie, l'attaque survient sans avertissement. La victime n'a aucune chance de s'échapper. C'est brut, c'est brutal et c'est parfaitement naturel. Et voici une pensée qui me revient chaque fois que je m'intéresse à ce sujet. Nous pensons connaître la nature. Nous pensons savoir ce qui se passe dans la forêt derrière notre maison de campagne ou dans l'étang que nous longeons chaque jour pour aller travailler. Mais la vérité, c'est que sous la surface se déroule un monde dont nous n'avons pas la moindre idée, un monde plus ancien que notre civilisation, plus ancien que nos villes, plus ancien que nos étangs eux-mêmes. Le brochet existe sur Terre, sous une forme pratiquement inchangée, depuis plus de 40 millions d'années. Il chassait déjà des oiseaux bien avant l'apparition de l'être humain, et il continuera à le faire longtemps après que nos étangs seront tombés dans l'oubli. Voilà. Je trouve une leçon d'humilité assez puissante. Territorialité et cannibalisme. Mais examinons encore quelques aspects fascinants du comportement du brochet, directement liés à notre sujet. Le brochet est connu pour son comportement territorial. Un gros brochet délimite dans son étang un territoire, généralement une zone offrant suffisamment de cachette et un bon accès aux proies. Et il défend activement ce territoire. Les petits brochets qui tentent d'y pénétrer sont agressivement chassés, voire, dans les cas extrêmes, dévorés. Oui, les brochets sont cannibales. Un gros brochet n'hésitera pas une seconde à dévorer un plus petit brochet. Ce comportement a une importance écologique notable, car il limite le nombre total de brochets dans un environnement donné et empêche la surpopulation. Le comportement territorial signifie également qu'un gros brochet connaît son territoire à la perfection. Il sait où se trouvent les meilleures cachettes, où les proies se rassemblent, par où passent les bancs de poissons, et où les canards se regroupent pour se nourrir. Cette connaissance de l'environnement lui confère un avantage considérable. Ce n'est pas un prédateur aveugle qui attaque au hasard, c'est un chasseur expérimenté qui connaît chaque pierre, chaque brin d'herbe et chaque creux du fond de son territoire. Il existe encore un aspect de la chasse du brochet dont on parle rarement, et qui est particulièrement pertinent pour notre sujet des attaques sur les canards. Les stratégies de chasse dites coordonnées. Bien que le brochet soit avant tout un chasseur solitaire, des recherches menées sur des lacs scandinaves suggèrent que, dans certaines situations, plusieurs brochets peuvent chasser en parallèle, non pas de manière directement coopérative, mais d'une façon où la présence de plusieurs brochets à proximité d'un groupe de canards augmente le taux de réussite des attaques individuelles. Quand un premier brochet attaque et manque sa cible, le canard effrayé se déplace vers un autre point de la surface, où il peut se retrouver à portée d'un autre brochet. Les chercheurs ont observé ce phénomène sur de grands lacs, où plusieurs gros brochets évoluaient dans un espace restreint, et où le taux de succès des attaques sur les oiseaux aquatiques était plus élevé que chez des individus isolés. Et en hiver ? Le comportement du brochet change-t-il en hiver ? Oui, et de manière significative. Durant les mois d'hiver, quand la température de l'eau descend sous 5 degrés Celsius, le métabolisme du brochet ralentit considérablement. Il devient moins actif, chasse moins et passe la majeure partie de son temps dans les parties les plus profondes de l'étang, où la température est plus stable. À cette période, les canards sont pratiquement absents des étangs gelés, si bien que le problème de la prédation disparaît. Mais dès que la glace fond au printemps et que la température de l'eau commence à remonter, le brochet se réveille avec un appétit décuplé. Le printemps, notamment les mois d'avril et mai, constitue la période de prédation la plus intense. Le brochet doit reconstituer ses réserves d'énergie après l'hiver, tout en se préparant à la fraie. Et c'est justement à cette période que les premiers canards accompagnés de canetons apparaissent sur les étangs. Le silure, un autre chasseur redoutable, arrêtons-nous brièvement sur une autre espèce de plus en plus commune dans les eaux françaises et tout aussi efficace, sinon plus, que le brochet pour venir à bout des canards. Je parle du silure glane. Le silure est le plus grand poisson d'eau douce d'Europe et dans les eaux françaises, il peut dépasser 2 mètres de long. Contrairement au brochet, qui est un prédateur à l'affût, le silure combine attente et chasse active. Et alors que le brochet avale le canard entier, grâce à sa gueule extensible, le silure l'aspire littéralement. Sa gueule fonctionne comme une pompe à dépression, créant un courant d'eau si puissant vers l'intérieur que la proie n'a aucune chance de s'échapper.
Sur l'Èbre, en Espagne, des cas ont été documentés où des silures chassaient activement des pigeons venus boire au bord de la rivière. Le silure s'approchait des eaux peu profondes, attendait le bon moment, puis projetait sa tête hors de l'eau, saisissait le pigeon et le tirait sous la surface. Ce type de comportement a été observé à plusieurs reprises et les scientifiques l'ont décrit comme une stratégie de chasse à prise, une adaptation aux conditions locales. Un comportement similaire a été observé chez les silures des rivières françaises, notamment sur le Rhône et la Saône, où ils atteignent des tailles impressionnantes. L'influence de l'homme, mais revenons à notre brochet, car l'histoire de sa relation avec les canards comporte encore un chapitre dont nous n'avons pas parlé, l'influence humaine. Les activités humaines augmentent en effet, paradoxalement, la fréquence des attaques de brochets sur les canards. Plusieurs mécanismes sont en jeu. Premièrement, l'introduction artificielle de brochets dans les étangs à des fins de pêche sportive augmente la densité de la population de brochets au-delà des niveaux naturels. Dans certains plans d'eau, les brochets sont introduits délibérément comme poissons sportifs, car la pêche du gros brochet est extrêmement populaire chez les pêcheurs. Plus il y a de brochets dans un étang, plus la pression de prédation augmente sur tout ce qui bouge, canards inclus. Deuxièmement, le nourrissage des canards par les humains a un effet secondaire inattendu. Quand les gens se rendent régulièrement au même endroit d'un étang pour nourrir les canards avec du pain ou des graines, ils créent un point de rassemblement prévisible. Et le brochet, comme nous l'avons vu, est un prédateur intelligent, capable d'apprendre de son environnement. Un gros brochet mémorise très vite qu'à une certaine heure, à un certain endroit, un groupe de canards se rassemble, occupé à picorer et donc moins vigilant. C'est un peu comme si quelqu'un vous apportait régulièrement votre déjeuner sur un plateau, le brochet n'a même pas besoin de chasser. Il lui suffit de se placer au bon endroit et d'attendre. Troisièmement, les changements dans la gestion des étangs affectent la structure du milieu aquatique. Suppression de la végétation riveraine, aménagement du fond, modification du régime hydrique, tout cela peut modifier la répartition des cachettes pour les brochets et leurs proies, changeant ainsi la dynamique des relations prédateur-proie. L'évolution des canards face aux brochets. Un autre aspect fascinant est l'influence du brochet sur l'évolution des oiseaux aquatiques. Des millions d'années de prédation exercées par les poissons d'eau douce sur les oiseaux aquatiques ont laissé leur empreinte sur l'anatomie et le comportement des canards. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les canards sont si nerveux? Pourquoi ils réagissent instantanément au moindre mouvement sous l'eau? Pourquoi, au moindre signe de danger, tout le groupe s'envole d'un coup vers un autre endroit? Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de la sélection naturelle. Les canards les plus lents, les moins vigilants, les moins nerveux ont été mangés. Seuls ont survécu les plus rapides, les plus alertes, les plus nerveux, et ces traits se sont transmis aux générations suivantes. On peut expliquer de la même façon la tendance des canes à pondre de grandes couvées. Une cane colvert pond en moyenne 8 à 12 œufs, un nombre élevé de descendants pour une seule saison. Et la raison est simple, la majorité d'entre eux ne survivront pas. Prédation, maladie, intempéries, tout cela décime les canetons, mais c'est précisément pour cela qu'il en faut autant. La nature travaille avec de la redondance. Si sur 12 canetons, 2 ou 3 atteignent l'âge adulte, la population se maintient et le brochet est l'un des nombreux facteurs responsables de cette forte mortalité. Le monde sonore sous la surface. Regardons encore une curiosité. L'univers sonore sous la surface, dans le contexte de la chasse aux canards. La plupart des gens pensent que le silence règne sous l'eau, mais c'est tout le contraire. Le milieu aquatique est rempli de sons. Les poissons communiquent, les crustacés craquent, les insectes bourdonnent et le mouvement des pattes des canards à la surface crée des signaux acoustiques nets. Le brochet perçoit ces signaux non seulement via sa ligne latérale, mais aussi via son oreille interne, étonnamment sophistiquée chez les poissons. Certains chercheurs suggèrent même que les brochets pourraient utiliser des signaux acoustiques pour distinguer différents types de proies, autrement dit, que le son produit par un canard qui nage serait, pour le brochet, différent de celui produit par une foulque ou un grèbe. Et cette capacité lui permettrait de décider si une proie potentielle vaut la peine d'être attaquée, avant même de l'identifier visuellement.
C'est réellement stupéfiant quand on y pense, un poisson qui écoute le bruit des pattes d'un canard et décide, sur cette seule base, si l'attaque en vaut la peine. Ce n'est pas un simple automate réagissant au mouvement, c'est un prédateur sophistiqué, doté d'un processus de décision complexe, et tout cela se joue dans un cerveau de la taille d'une prune. Une leçon pour conclure. J'aimerais partager avec vous une dernière observation personnelle. Après toutes ces années consacrées à la nature et à ce chêne, j'ai compris une chose. Les plus grands drames ne se déroulent pas forcément dans des destinations exotiques. Pas besoin de s'envoler pour l'Afrique pour voir un fauve chasser sa proie. Pas besoin d'aller en Alaska pour voir un ours attraper des saumons. Il suffit de s'arrêter au bord de l'étang près de chez vous et de regarder sous la surface. Là, en bas, se joue un drame tout aussi intense, tout aussi brutal, tout aussi fascinant que n'importe quel documentaire animalier. Simplement, c'est plus près, c'est chez vous, et bien souvent, nous ne le remarquons même pas. C'est peut-être la leçon la plus importante de cet épisode, la nature qui nous entoure est bien plus sauvage que nous ne voulons l'admettre. Cet étang paisible, cette surface tranquille, ce n'est qu'une façade. Et sous cette façade vit un monde régi par des règles vieilles de millions d'années, des règles qui ne connaissent ni pitié, ni justice, ni compromis. Un monde où un poisson dévore un oiseau et où c'est parfaitement normal. Avant de terminer, j'aimerais mentionner une chose directement liée à la protection de la nature. Le brochet est une espèce indigène en France et sa présence dans nos eaux est naturelle et souhaitable. Bien que sa prédation sur les canards puisse sembler brutale, elle contribue au bon fonctionnement de l'écosystème aquatique. Toute tentative d'éliminer les brochets d'un étang pour protéger les canards serait écologiquement contre-productive. Le brochet régule les populations de petits poissons, débarrasse les étangs des individus malades ou affaiblis et contribue globalement à la santé du milieu aquatique. Alors la prochaine fois que vous verrez des cercles à la surface, à l'endroit où un canard nageait quelques instants plus tôt, souvenez-vous que sous l'eau vient de se dérouler un acte qui maintient l'étang en équilibre. C'est dur, mais c'est la nature. Pour finir, un dernier conseil pratique. Si vous voulez observer ce grand prédateur de vos propres yeux, essayez de visiter l'un des grands étangs de la Dombe ou de la Brenne tôt le matin, en mai ou juin. Postez-vous sur une digue ou un ponton et observez silencieusement la surface aux endroits où les canards se tiennent. Soyez patient, cela peut prendre 1 heure, 2, parfois une journée entière. Mais si la chance est avec vous, vous verrez quelque chose de saisissant. Vous verrez la surface calme se déchirer soudainement. Vous apercevrez un éclat d'écailles vertes, vous entendrez un clapotis et des cancanements paniqués, puis le silence. Et à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi on appelle cette chaîne monde sauvage. Parce que ce monde sauvage n'est pas quelque part au loin. Il est juste là, sous la surface de l'étang près de chez vous. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. C'était Jakub Prochaska et vous veniez de regarder Monde Sauvage. On se retrouve la prochaine fois.